Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme on dit, welcome to my channel. Aujourd'hui, je vais motiver une maman pour lui dire que pour aller à l'école, il n'y a pas d'âge. Et le conseil que je vais donner aux mamans, c'est d'arriver, ceux qui sont surtout en Occident ou même en Afrique, formez-vous, cherchez à travailler afin de compter sur vous-même. Parce que à tout moment, ça peut basculer si vous comptez uniquement sur un homme. J'espère que vous allez bien là-bas parce que nous ici à Paris, tout va à merveille. Vous comprenez même d'ailleurs sur ma voix. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles et d'une petite fille, ça me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français. Je vis en plein cœur de Paris et les mamans ici savent de quoi il s'agit. En plus, ici, je vais vous partager mon année. Ici, je vais vous partager mon année scolaire 2024-2025. Moi, je suis élève infirmière en 3e année. Je suis en fin de cursus. J'ai presque tout validé. Il me restait juste le mémoire. Je devais être diplômée là en juillet. Mais pour les causes de racisme, des préjugés, j'ai ma référente pédagogique qui appelait tout le temps en stage pour dire du n'importe quoi sur moi, pour me mettre les bâtons sur les roues. Et je m'en sors, malgré tout, je m'en sortais dans tous mes stages jusqu'à ce jour où je n'ai pas été diplômée, mais je stoppe un peu pour travailler parce que là, j'ai des problèmes financiers et tout et tout. Après, je vais reprendre. Ici, c'est pour motiver les mamans, pour dire aux mamans qu'on peut y arriver. Il n'y a pas de limite d'âge pour se former. Il n'y a pas de limite d'âge pour aller à l'école. Faut pas seulement compter sur les hommes, surtout nos hommes africains. Et même les hommes européens, je ne pense pas qu'il y a un homme aujourd'hui qui va accepter que vous restez à la maison et lui, il travaille. Et même s'il accepte, il va vous mater, il va vous marcher dessus. Donc, j'encourage ici les mamans à se former. Si ton mari te dit, reste à la maison, garde les enfants, dis-lui, niet, je préfère qu'on prenne une ménagère et moi, je vais me former, je vais chercher à bosser. Même si tu n'as que 10 000 francs, ou bien même si tu n'as que 50 € par mois de salaire, c'est déjà quelque chose. Au moins, tu sais que s'il y a même un souci, tu peux au moins déjà compter sur tes 50 €. Et là, je suis à l'hôpital Rothschild. Nous sommes au semestre 6. Là, je vais faire un stage de 6 semaines parce que le semestre 6 a un stage de 15 semaines divisé en 2. Là, je vais faire le stage de 6 semaines à l'hôpital Rothschild. Moi, j'ai été formée par la Croix-Rouge française. Comme je vous l'ai dit, je suis en fin de cursus. En fait, je n'ai plus grand-chose à valider. J'avais d'abord stoppé pour les problèmes de famille, tout et tout. Mais là, je suis obligée de stopper parce que, comme vous savez, je me suis séparée du père de mes enfants. Je dois travailler, sinon les dettes vont m'embourber. Et je vais aussi vous présenter la plupart des stages que j'ai faits. Je ne vais pas vous présenter tous les stages parce que c'était beaucoup. Je vais d'abord vous présenter les stages. Et ici, aujourd'hui, je veux partager avec vous mon mémoire de fin d'études, ma soutenance orale. Donc, je vais vous présenter mon année scolaire. Je vais vous présenter d'abord tous les stages, la plupart des stages, parce que je n'ai pas présenté tous les stages. Parce que j'ai aussi fait les stages en libéral. On commence donc par ce stage, comme je suis habillée là. Mais après, quand je suis arrivée, on m'a donné la tenue de l'APHP. C'est les hôpitaux parisiens. Et j'ai gardé ma tenue, ce qui m'a fait des économies. Et là, je vous laisse suivre mes stages. Appeler le réanimateur. Est-ce que c'est après qu'on ait mélangé épileptique? Est-ce que c'est avant? Si l'infirmière m'a observé 2 semaines, elle m'a dit, Léa, vous êtes une infirmière, je vous laisse en autonomie. Et là, je fais des soins toute seule et c'est la stagiaire qui me filme et je l'encadre en même temps. Après, je pense que de toute façon, je peux voir là, tu as mis bien bleu le vert. Faut bien que tu déclampes ici. Exactement. Après, tu le fermes. Ici, je suis en médecine interne et je suis à ma 2e semaine et l'infirmière nous apprend comment utiliser l'appareil. C'est bon, ça C'est bon. Voilà. Et ça reste comme ça, c'est ça? Ah bah non, je pensais que tu l'avais branché. Attends. Non, je ne l'ai pas branché. Je pensais que tu Faut juste insérer. Ici, je suis en réanimation et on m'a laissé seule avec le patient qu'on vient de réanimer et je suis en train de faire la surveillance. Donc, on m'a laissé toute seule là. Je vous laisse avec les images. Parce qu'on sous-entend qu'une élève de 3e année, c'est déjà presque une infirmière parce qu'elle est déjà à la porte de sortie. Et là, elle m'apprend comment mettre les contentions. Voilà. Attends, recommence un peu s'il te plaît. Honnêtement, je me sens déjà infirmière. S'il y a une situation là, je peux déjà intervenir parce que j'ai fait beaucoup de soins en autonomie. Je connais mes normes, je connais un peu tout, quoi. Tu as vu, j'ai refait hein, le même geste 2 fois. Un peu là. Maintenant, de l'autre côté, heureusement qu'il y a même 2.
Quand tu n'as pas retenu les 2 fois que j'ai fait, c'est tu vas que c'est retenir chaud. la 3e fois. Et Inch'Allah. Là, je suis à l'hôpital Charles Foix et l'infirmière me laissait déjà faire mes soins en autonomie aussi. Ici, c'est une patiente qu'on m'a donnée. Elle est dans le refus de soins plus. Il faut établir une relation de confiance, c'est-à-dire parler lentement, reformuler. Toujours prévenir avant de la toucher, quoi. Je vais vous faire une injection. C'est chaud. C'est chaud. Désolée. Tout en sachant que j'ai d'abord travaillé en tant qu'aide-soignante diplômée à l'hôpital Georges Pompidou. Attendez, tu peux avoir la main, ça va? Attendez, vous êtes là, assis? Oui. Vous êtes énervé? Je suis énervé, j'ai peur. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Pourquoi vous êtes énervé? Vous soyez pas énervé? D'accord? Et là, je suis venue lui faire une prise de sang, comme il n'est que 7 heures, et lui donner ses traitements. Après les transmissions, je suis venue directement lui faire la prise de sang parce qu'il fallait lui faire à jeun. J'ai donc profité pour regrouper tous ces soins qu'il fallait faire. Et là, je lui fais tout en même temps. Je vous laisse voir ça. On va voir, c'est le médicament. Je vous positionne bien. D'accord? On y va. On se dit à tout à l'heure. Et là, c'est un stage en oncologie. Je descends au 2e étage pour aller leur montrer si je savais faire des calculs de dose. Chercher à savoir combien de midazolam tu vas prendre. Je te laisse regarder, que tu montres comment tu fais. D'accord. Là, attends, tout ça, le midazolam, 7 mg sur 24 heures. Tu fais ça, Bruni? Là, on a des trucs de 5 mg, c'est ça? C'est 5 mg à millilitre. Donc, je dois prendre 5 mg. Et il me faut aussi de 2 mg pour faire 7 mg. D'accord. Je te laisse. Et là, je suis au stage au bloc opératoire de l'hôpital Salpêtrière, en salle de la robotique. Ici, on opère avec le robot. Et le chirurgien m'a dit de m'asseoir à côté de lui. Je regarde comment il est en train de travailler dans le ventre. Il est en train d'extraire le cancer. Franchement, c'est pas trop beau à voir. Vous voyez comme le corps humain en 3D. Et c'était bizarre. J'enlevais un peu la face parce que ça me faisait un peu bizarre, mais il fallait m'y faire. Après, je me suis habituée parce que vous voyez le corps humain sur les écrans géants dans la salle opératoire. Et c'est pas trop évident, hein, mais bon, être soignant, c'est pas facile. Ici, c'est un stage qui m'a beaucoup apporté parce que j'ai appris à travailler et à respecter le stérile. Donc, de travailler vraiment en stérile, de respecter et à respecter l'asepsie. C'est un stage où j'ai rencontré des grands professeurs français, des professeurs en médecine qui enseignent même déjà la médecine à l'université dans des écoles. J'ai habillé des grands chirurgiens français. J'ai travaillé avec les infirmiers IBOD. En fait, j'ai vu comment on opère l'être humain. J'ai appris à garder mes pulsions. J'ai appris à être... je ne sais pas comment vous expliquer. Et là, il y a 2 chirurgiens. Il y a celui qui aide et il y a celui qui opère. Et là, c'est l'infirmier IBOD. Oh non, c'est pour l'eau. On repart toujours de la même chose. On a toujours un morphologique. Il n'y a que 10%. Déjà à 80%, c'est bon. Déjà, tu as 4 sur 4. Oui. Donc ça veut dire qu'il est près de la décurarisation. D'accord. Après, l'antidécurare, on a la prostaglandine qui est ici, D'accord. qui est une ampoule de néostigmine. Tu vois, son antidécurare, il va dire je veux 3. Ici, c'est un stage en salle de réveil. Il y a au moins 3 infirmières qui m'encadrent. Et laissez-moi vous dire que ces gens-ci aiment trop le commérage. Et là, ils sont en train de mal parler de la cadre de service. Je vous laisse écouter. J'adorais la scène. Tu pourrais demander en salle de réveil si elle fait une cagnotte. Alexandra m'a regardé, je l'ai regardée comme ça. Elle dit oui, je lui demanderai. Enfin, je demanderai.
Protocole prescrit, c'est pas un protocole que tu as trouvé en place. Bon, le protocole, je tu mets connais prescrit pas là. alors. Ok. Propre, sans exudats inflammatoire. D'accord. Merci. C'est bon? Je valide 2 fois, c'est ça? Ouais. Donc, Madame Yadi, elle nous a pas laissé son numéro perso. Nous sommes donc déjà en juin, c'est déjà l'année tire vers la fin et là on a évaluation. Donc ce matin, je suis avec ma petite collègue Dipsy. Ici, je suis obligée d'être avec les enfants hein, parce que normalement c'est les gens qui ont le bac, c'est bien sûr il y a aussi des aides-soignants qui veulent se reconvertir en infirmières. Et aujourd'hui donc c'est l'évaluation, on attend qu'on ouvre la salle. Voilà une première prof qui est formatrice qui est passée. Elle va ouvrir la salle parce que c'est l'évaluation. C'est la 2.9. En fait, c'est les QCM. Et là, c'est stressant quand même, tout et tout. Mais par contre, ce jour, bizarrement, moi, j'étais sûre de moi. C'est vrai que c'était difficile, mais je me suis quand même en sortie. Malgré que je suis une maman, j'ai quand même étudié, j'ai bossé et j'ai validé ce qu'il fallait valider, quoi. J'ai validé la 2.6. On va entrer, hein. Je sais pas si on est par là, hein. Nous sommes déjà dans la salle d'évaluation. En fait, c'est un devoir, quoi. Je vous laisse avec les images. Moi et ma petite collègue, on était toujours ensemble. Là, on passe s'asseoir un peu au fond, là. C'est vrai qu'on est stressé, mais tu t'assois au bout et elle s'assoit au bout. Il n'y a pas moyen de tricher ici, hein. Je te cherchais. Mais je t'ai perdu ou quoi? Ah, on ne soulève pas encore. Hein. Tu peux tourner, tu mets ton nom. Hein. Tu connais, non? Tu as eu à faire, non? Tu tournes, tu mets. Comme elle a déménagé cette année et c'est sa nouvelle année ici, elle me demandait comment ça se passe dans cette ici, comment on remplit la feuille ici. On attend qu'on nous distribue les épreuves. Je vous laisse. Là, on a terminé. Moi, je n'avais qu'un seul truc qui me restait. Il restait à ma petite collègue 2. Et moi, j'ai fini mon épreuve. Je n'ai pas pu filmer quand il y avait l'épreuve parce que vous devez garder. Tu veux? Je vais aller dormir. Comment ça? Réaliser la déonce là. Ça sert à rien. Ah ouais. On y va. À gauche, juste avant la porte. Oui. Voilà. D'accord. Bien. Pour être sûr. Léa, vous avez terminé vous? Oui, j'ai fini. Ok, bon, vous pouvez y aller, je vous laisse sortir. Ok, merci. Ma formatrice a vu comment j'ai pris mon sac pour partir et elle me demandait si j'ai terminé parce qu'il restait 2 épreuves encore. Ici, il faut savoir que vous fréquentez avec les jeunes, parfois de 20 maxi à 30 ans. Vous voyez, Iris est grande et la plupart là, c'est l'âge de Iris. Hein. Vous voyez comme la petite avec qui je marche là. Elle a 24 ans, c'est une jeune fille. Hein. Vous êtes obligé de faire face. Et là, les gens se disent au revoir, on s'embrasse parce qu'on est venu uniquement pour prendre les feuilles pour le stage. C'est la fin des cours et on félicite les formateurs et tout et tout. Et je ris avec ma petite collègue. Je lui ai demandé la permission pour filmer. Hein. De l'école. Et sachez que quand vous êtes en Europe comme ça, vous êtes une maman. Dans la tête des formatrices là, parce que vous avez même l'âge des formatrices, c'est vraiment bizarre, mais on n'a pas le choix. Le problème, c'est que vous restez des aides-soignants. Hein. Les aides-soignants, ce n'est que ça. Ils ne veulent pas qu'on soit des infirmiers. Et là, on félicite le formateur, on est content. Et là, c'est tout le monde qui filme parce que c'est la fin du cursus, c'est la fin de 3e année. Bientôt, c'est les infirmières. Et la plupart ont été infirmières, presque tout le monde. Hein.
Mais moi, il y a une formatrice qui a signé indien sur moi, ma référente pédagogique. Elle m'a fait ça dur, mais alors que j'avais des performances, mais là, je n'y lâche pas. Hein. Faut pas lâcher quand c'est dur, les mamans. Parce que quand tu veux atteindre, et là, les gens s'embrassent, on se donne des bisous, on s'embrasse tous. Et là, je vous présente mon mémoire de fin d'études. Ce matin, donc, je me suis levée très tôt, je me suis apprêtée, je me suis bien habillée, parfumée, parce que c'est ma soutenance de mémoire de fin d'études. Parce qu'en soins infirmiers, dans les études, il y a toujours un mémoire à faire. Et là, j'ai fait un mémoire pendant des mois, c'était vraiment, ce n'était pas facile. Et ce matin, Martin a travaillé toute la nuit. Il était obligé de m'accompagner parce que c'est quand même pour notre avenir. Malgré qu'il est parti, c'est à lui de voir. Hein. Mais aujourd'hui, je récolte les fruits. Bien sûr que je suis aide-soignante, mais j'ai déjà toutes les compétences d'une infirmière. Je vous laisse avec les images. Nous sommes arrivés à l'IFSI et Martin s'est garé, il s'est endormi et moi je vais aller entrer en salle. Je vous laisse avec les images. J'ai été diplômée en 2019. J'ai travaillé aux urgences, en médecine nécessaire et là je suis en EHPAD où il y a des unités protégées. Et je suis référente éthique de mon établissement. Moi c'est Léa, élève infirmière 3e année et je vais vous présenter ma soutenance. Je vous laisse signer, d'accord, s'il vous plaît. Merci. Merci aussi. Donc, Léa, je vous rappelle qu'on est ici pour votre soutenance, que c'est un échange qui ne pourra excéder 45 minutes. Je vous demanderai de vérifier que votre téléphone est bien en silencieux. Je vais faire les mêmes choses pour moi. D'accord. Et je me permets de Il garder... m'a été demandé de faire un travail de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'état d'infirmier et je vais vous présenter aujourd'hui ma soutenance. J'ai fait ce travail sur comment amener un patient atteint de la maladie d'Alzheimer à ne pas refuser un soin tout en respectant sa dignité. J'ai choisi cette situation parce que c'est une situation qui m'a interpellée. Donc, en stage, l'infirmier m'avait délégué pour stimuler une patiente à s'alimenter. Mais la patiente refusait de s'alimenter parce qu'elle croyait avoir s'alimenter. J'ai essayé de la convaincre, mais ça n'a pas marché. Et je me suis sentie vraiment, je ne vais pas dire nulle, mais je me suis dit peut-être je n'ai pas une bonne posture, peut-être c'est la raison pour laquelle cette situation m'a interpellée. Et parce que j'ai constaté que dans les soins, que ce soit en vacation, que ce soit en stage, j'ai remarqué que le refus de soins, c'est quelque chose qui se produit tout le temps. Et à nos jours en France, les patients âgés et qui ont des troubles cognitifs, on les trouve un peu partout. Donc, j'ai trouvé la nécessité de faire ce travail parce que ça va me servir dans le futur. Donc, premièrement, ma situation d'appel, comme je vous l'ai dit, c'est une patiente qui refusait de s'alimenter et je n'ai pas pu la convaincre. Et l'infirmière est venue tenir sa bouche et lui donner, bon, je ne vais pas dire de force, mais elle a tenu et elle a pu faire manger la patiente. Et c'est ça qui m'a interpellée, ça m'a interrogée sur la posture à adopter. Est-ce que c'est normal de faire cela? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que c'est normal que le patient refuse? Donc j'ai tenu à faire ce travail dessus. Et premièrement, j'ai fait la question de départ. J'ai fait un questionnement qui était, est-il légitime de forcer un soin, même quand c'est pour le bien du patient? Est-ce que c'est normal de forcer le soin? Comment faire face au refus tout en respectant le patient dans sa globalité? Donc, c'est les questionnements, d'où ma problématique est née par rapport à cette expérience. Comment amener un patient atteint de la maladie d'Alzheimer à ne pas refuser le soin tout en respectant sa dignité? À travers donc, ce mémoire, j'ai cherché à comprendre les enjeux éthiques et légaux sur le refus de soins. J'ai exploré, cherché à connaître les bonnes pratiques, comment m'y prendre, en fait les bonnes pratiques, ce que la loi recommande. Et en fait c'est ça. Identifier aussi la communication et améliorer ma pratique, comment je vais faire dans le futur. Puisque là présentement je fais des vacations, comment m'y prendre en unité fermée justement. Donc, ce mémoire va me permettre de ça. Donc, mon travail repose sur 3 grands axes. Il y a la maladie d'Alzheimer. Comme concept, j'ai pris 3 grands concepts. La maladie d'Alzheimer. J'ai pris le refus de soins. Le refus de soins et la prise en soins infirmiers.
Donc, et quant à la méthodologie, pour enrichir ma réflexion, j'ai mené 3 entretiens semi-directifs chez 2 infirmières qui travaillent auprès des personnes Alzheimer, une en SSR et 2 en EHPAD. En SSR, c'est parce que j'ai eu la situation s'est passée justement en SSR et le patient avait la maladie d'Alzheimer, celle qui a refusé le soin, pardon. Et au niveau de l'analyse, les soignants interrogés ont évoqué des difficultés à faire la différence entre un refus vrai et la manifestation de la pathologie. C'est ce qu'elles m'ont dit, qu'il y a des difficultés à faire vraiment la différence. Parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'ils refusent le soin et quand est-ce qu'ils acceptent le soin. Et elles m'ont évoqué aussi l'importance de la communication non verbale. Parce que c'est ça qui établit la confiance entre vous et le patient, la posture, comment vous vous positionnez devant le patient. Elles m'ont parlé de l'impact émotionnel sur le refus chez les patients. Donc, vu ce que moi aussi j'ai vécu, si l'échec que j'ai vécu, donc elles m'ont dit, je ne suis pas la seule à le vivre, eux-mêmes ça arrive, ça les arrive aussi. Quand elles ne réussissent pas un soin, sur les émotions, ça agit. Et puis, elles m'ont évoqué aussi le manque de formation. Le manque de formation dans les contraintes, c'est ça qui pose aussi des problèmes, parce que si les soignantes étaient plus formées, ça facilitait aussi les choses. Mais beaucoup ne sont pas formés. Il y a aussi ce problème-là. Et là, sur ma réflexion personnelle, maintenant, tout ce travail m'a permis de comprendre que face au refus de soins, il ne faut pas abandonner le patient. Ce n'est pas parce qu'il a refusé que vous allez l'abandonner totalement. Il faut non plus contraindre le patient. S'il refuse, il faut revenir, il faut négocier. Ça s'appelle la négociation, partir et revenir. Il faut attendre le bon moment, quoi. Et chercher à comprendre pourquoi le patient refuse. Ne pas abandonner, ne pas venir négocier, mais il faut comprendre pourquoi le patient est en train de refuser le soin. On dit aussi que le soin ne doit pas être réduit à un acte comme ça, quoi. C'est pas parce que la personne a refusé qu'on prend ça comme ça légèrement. Mais chercher à comprendre la dimension relationnelle, voilà, et humaine, car il est essentiel de trouver un équilibre entre la prescription médicale, c'est-à-dire les bonnes pratiques, et le respect du patient en évaluant toujours la pertinence de soi. C'est-à-dire la dimension relationnelle, c'est tenir compte que c'est un être humain, respecter la personne, parce que ce n'est pas parce qu'il est Alzheimer qu'il ne comprend pas certaines choses. Il peut ne pas comprendre parce qu'il a des troubles, mais il connaît quand vous lui voulez du bien. Si vous établissez par exemple une relation de confiance, par exemple vous lui montrez que vous lui respectez, je pense qu'il va accepter le soin, parce qu'il va comprendre que vous lui voulez du bien. Mais si vous lui montrez que vous apportez par exemple la violence, il va comprendre que vous ne lui voulez pas du bien. Donc, quelque part, il faut être dans le soin, il faut bienveillante, il faut être empathique, il faut être patiente. C'est important dans le soin avec les personnes Alzheimer. C'est en fait établir une relation de confiance et la relation d'aide aussi. Donc, il y a ça. Ça, c'est sur la réflexion. Et en conclusion personnelle, ce que ce travail m'a apporté, ce que ça m'a complètement transformé, j'ai acquis une posture adaptée, plus réfléchie, plus éthique et outillée pour accompagner les patients atteints des troubles cognitifs. Parce que ce n'est pas que les patients Alzheimer. Il peut arriver que je trouve aussi des patients qui ont des problèmes cognitifs. Prendre en soin, c'est aussi accompagner avec humanité, c'est-à-dire avec bienveillance. Ne pas seulement se dire que c'est un soin, mais il faut être bienveillant dans le soin pour pouvoir faciliter le soin, quoi. Bienveillance, le respect de soi, respect de la dignité du patient. Et même si la communication est difficile, ça veut dire, même si la personne est déjà à un stade avancé dans la maladie, il faut quand même tenir compte de la bienveillance, avoir une communication adaptée face à cette personne. Il ne faut pas regarder que, par exemple, il est déjà à un stade avancé, donc je peux arriver, je le tire, je fais n'importe quoi, je dis du n'importe quoi. Non, il faut tenir compte qu'il reste quand même un patient et il a une dignité. Donc, il faut respecter ça, quel qu'en soit le stade de la maladie. Et en plus, c'est avec humanité lorsque la communication devient difficile. C'est ça, respecter l'autre. Quel qu'en soit son niveau de maladie, il faut quand même respecter cette personne. C'est ça, accompagner quelqu'un jusqu'au bout. Tout ce que j'ai pu retenir de tout ce travail que j'ai effectué. Et je pense que ça me porte... En fait, ça m'a donné un bénéfice parce que où je fais des vacations présentement, en unité fermée,
Le directeur m'a dit qu'il apprécie beaucoup mon accompagnement et il aimerait que je travaille avec eux. Donc, je pense que suite à ce mémoire, j'ai quand même acquis une bonne posture. J'attends vos questions. Donc, pour vous, le recrutement, c'est forcément un échec? Bon, au départ, pour moi, le refus de soins, c'était pour moi un échec. Je me disais que je n'étais pas peut-être une bonne soignante, honnêtement au départ. Mais avec le recul, avec les recherches, j'ai compris que le refus de soins, ce n'est pas toujours un échec. Ça peut être lié à quelque chose, à ses antécédents. Par exemple, si je viens peut-être demander de faire la toilette, il peut refuser peut-être parce qu'il a été violé, il a eu des attouchements dans le passé et du coup ça joue dans sa tête. Donc je dois chercher à comprendre pourquoi déjà ce refus. Je ne dois pas considérer ça directement comme l'échec. Je dois chercher à comprendre, peut-être même aller lire son dossier pour comprendre. Et quelles actions vous allez mettre en place du coup s'il y a un refus de soins? Concrètement sur le terrain, qu'est-ce que vous allez faire si le patient vous dit non, je ne veux pas? Premièrement, déjà d'office, je le laisse d'abord. Je reviens. Je pars, je fais d'abord d'autres soins, je le laisse d'abord. Je reviens négocier. Si je vois que ça persiste, je vais aller tracer. Je vais encore essayer quand même, si j'ai encore du temps, bien sûr, parce qu'on a quand même la charge du travail. Je vais quand même encore essayer. Ça ne fonctionne pas, je vais tracer. Et je fais aussi la transmission orale. C'est tout? Est-ce que vous allez essayer de mettre des choses en place? Est-ce que vous allez essayer oui. de faire autre chose? Oui, justement. Justement. Par exemple, si le patient refuse de s'alimenter, je regarde ce qu'il aime manger. S'il y a ce qu'il aime manger, je sais, par exemple, je sais qu'il n'aime pas les légumes d'habitude. Je vais prendre un exemple banal. S'il y a quelque chose de plus mieux que les légumes, j'essaie de lui dire, essayez quand même de prendre votre pot de yaourt ou le dessert. Oui. Si j'insiste sur le plat et qu'il ne prend pas, mais pour essayer quand même qu'il mange quelque chose, j'essaie de lui proposer peut-être son dessert. Et si le lendemain ça se reproduit, là je vais transmettre à l'équipe. Je vais dire, ça fait par exemple 2 jours, le patient ne mange pas. Il refuse son plat. Pour qu'on puisse trouver une solution en équipe, quoi, pluridisciplinaire. Et avec l'autorisation des cadres. Comment aussi la famille de ce refus? Faire comprendre à la famille qu'il ne mange pas et on aimerait comprendre, peut-être, je peux dire peut-être à la fille, vous pouvez m'expliquer comment il s'alimente à la maison, comment faire, parce que les aidants aussi, ils ont l'expérience, ils nous apportent plus d'informations même pour la bonne réussite de la prise en charge, de la prise en soin, on vient dire. Donc c'est ça. Et surtout tracer et transmettre. Par rapport au travail que vous nous avez rendu, quelle est votre analyse du travail que vous avez mené, de la méthodologie que vous avez suivie? Est-ce que qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez pu une analyse par rapport à ça? Oui, au niveau de la méthodologie, déjà, bon, ça n'a pas trop été ça, parce que déjà, pour les entretiens, déjà j'ai fait des... En fait, j'ai fait des entretiens en audio. Or, la méthode, ce qu'on nous recommande à l'école, c'est de faire en vidéo. C'est ce qu'on nous conseille, quoi, que c'est plus mieux en vidéo. Mais moi, je n'ai pas pu faire déjà en vidéo. Et j'ai interrogé les collègues que je connaissais. Je sais que ça a biaisé sûrement les réponses. Donc, il y a ça déjà. Et puis, le fait que je les ai interrogés à la maison, du coup, tout ça, je pense que ça n'a pas trop donné tous les résultats que j'attendais, mais ça va. Vu ma prise en charge présentement, je pense que ça va. Donc, si c'était à refaire, c'est la seule chose que vous changeriez? Non, si c'était à refaire au niveau de l'écrit, s'il fallait refaire ce mémoire, j'allais équilibrer les concepts. Parce que vous avez par exemple la maladie d'Alzheimer que j'ai trop développée et la prise en soin que j'ai moins développée. S'il fallait refaire, j'allais équilibrer les parties pour que ça soit équilibré. Les transitions, ça manquait aussi, ça manquait de transition que je n'ai pas tout corrigé. J'ai essayé de corriger certaines transitions, c'est-à-dire passer à l'étape suivante, il faut accrocher une phrase d'accroche. Je n'ai pas vraiment fait ça. Et puis, la conclusion aussi, je trouve que la conclusion, c'est pas trop ça. Et le cadre théorique, j'aurais ajouté beaucoup d'auteurs, au lieu de prendre des sites internet, tout et tout. Oui.
Il y a aussi, il y a trop de fautes de grammaire, d'orthographe, ça je le sais d'office. Aussi, je n'ai pas trop respecté les ponctuations, les virgules, tout ça. Et la question de départ est trop longue. J'aurais voulu synthétiser, mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Ça, s'il faut améliorer, c'est ce que j'aurais pu faire. Vous avez parlé de différence de la prise en charge sur le reflux qui viennent de la maladie ou d'autres choses. Comment vous faites la différence pour savoir la cause du reflux? S'il provient de la pathologie ou de... Si c'est la manifestation de la pathologie. Justement, comme m'a dit aussi les infirmiers, c'est quand même compliqué de faire la différence. Mais quand vous connaissez déjà, par exemple, le mode de vie de la personne, vous pouvez quand même faire la différence. Par exemple, si la personne prenait par exemple la soupe chaque soir et que le soir, il vous dit qu'il ne mange pas son plat, vous allez comprendre que ce n'est pas la manifestation de la pathologie. Ça c'est son habitude de vie. Donc, il faut respecter ça. Parce qu'il faut respecter comment il vivait. Déjà, ça, tu pouvez faire cette différence. Mais quelqu'un, par exemple, un coup, il refuse de prendre sa toilette le matin. Il refuse, il commence à crier. Vous allez comprendre que non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est la pathologie. C'est la manifestation, quoi, de la pathologie. Pour moi, je vais un peu différencier ça comme ça. Il y a le mode de vie qui peut quand même donner l'indice. Et si tout d'un coup... Bon, je peux aussi chercher à comprendre pourquoi il refuse même la toilette. Oui, par exemple, peut-être qu'il a froid. Mais s'il n'y a pas de froid, tout est normal. Il a fait pipi sur lui et il refuse la toilette. Moi, je vais me dire ça, c'est la manifestation de la pathologie. Vous nous avez dit que vous faites des vacations dans des services... Oui, dans un service, en unité fermée, oui. Du coup, est-ce que vous avez déjà été confronté à des refus de soins à nouveau de ce type-là? C'est une dame, elle était catégorique. Franchement, elle était fermée des odeurs parce que c'est une dame, non seulement elle est violente, elle refuse carrément tout. Elle, on l'approche pas. C'est une dame déjà, elle n'a que 63 ans, hein, parce que son mari vient de temps en temps. Avec elle, elle refuse carrément tout. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu ça. Bon, j'ai essayé de l'approcher gentiment. J'ai essayé d'appliquer ce qu'on nous dit à l'école. Je suis venue vers elle, je lui donnais du respect, je commençais un peu à blaguer avec elle. Pas blaguer, donc essayer de me familiariser avec elle, bon, tout en respectant la distance professionnelle, bien sûr. Essayer, par exemple, de lui donner du respect, l'accorder de l'importance, lui dire, franchement, vous avez une belle robe, hein, moi aussi j'aimerais avoir, où vous avez fait ça, tout et tout. Parce qu'elle comprend quand même, hein, c'est pas parce qu'elle est Alzheimer qu'elle ne comprend pas, elle comprend. La preuve en est que quand son mari arrive, elle sait que c'est son mari qui est là, et elle est un peu plus posée. C'est là où j'ai commencé à comprendre que je pense que si je viens avec vraiment beaucoup de respect, de bienveillance, elle peut comprendre. Et ça a marché. Du coup, il y avait des moments, elle venait, me prenait par la main, elle me dit, Léa, on va marcher un peu. C'est quelqu'un, franchement, elle a cette pathologie, c'est même avancé, mais je pense qu'elle comprend, elle peut aussi comprendre. C'est là où je vois le mémoire, quelque part, a raison de nous enseigner, nous dit que c'est pas parce qu'il a un stade avancé qu'il ne comprend pas. C'est des êtres humains qui comprennent. Et du coup, moi, j'ai été un peu choquée intérieurement. J'ai dit, waouh. Et j'ai compris comment il fallait procéder avec elle. Il faut être bienveillant. Par contre, il y avait les gens qui se disaient que comme c'est trop avancé, on ne comprend rien, on vient, on la tire. On dit, si vous ne voulez pas manger, tant pis, levez-vous, allez vous asseoir là-bas. Moi, je viens, je la tiens par la main. Je dis, Madame telle, vous voulez dîner avec nous ou pas? Elle dit, bien sûr. Et elle me suit gentiment. Et j'ai compris la manière dont il fallait être bienveillante avec elle. Et ça a fonctionné. Et du coup, ça a attiré le directeur. Il m'a dit, franchement, Léa, votre accompagnement m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais travailler avec vous. Vous avez déjà eu des collègues qui ont essayé de forcer un soin? Oui. Comment est-ce que vous vous êtes positionné? J'ai été déjà d'abord choquée, mais je vais pas montrer quoi. Moi, ça m'a un peu gênée parce que je me suis dit, c'est vrai, il ne faut pas faire de transfert. Du coup, je me suis dit, si on faisait à sa maman comme ça, est-ce qu'elle va accepter ça? Ça m'a beaucoup fait mal dans le cœur, mais il fallait supporter. Après, j'ai essayé de faire à ma manière et elle a vu que moi, la façon dont je faisais a marché. Et je pense que j'ai influencé ma collègue parce qu'on était deux dans cette unité. Moi, je pense que je l'ai beaucoup influencée parce qu'après, elle avait changé. Ma collègue, sans la juger, je pense qu'avec la charge du travail, elle avait déjà beaucoup pris sur elle. C'était le stress, elle était nerveuse. Elle ne savait pas comment parler gentiment
C'est pas pour la critiquer, mais c'est ce que je voyais. Mais avec ma façon de faire, je pense que ça l'a aussi beaucoup influencé et elle a beaucoup changé. Elle m'a dit, Léa, tu sais que tu es une bonne soignante. Je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, si on ne te l'a jamais dit, tu es une bonne soignante. J'étais contente dans le cœur. Elle dit, ah, si elle sur elle, ça a marché, parce qu'elle avait changé, sa façon de faire me plaisait déjà beaucoup. Elle était genre un peu plus bienveillante envers les patients, les résidents, pardon. Parce qu'elle n'était pas bienveillante, pas du tout. Donc, j'avais l'impression qu'elle avait peut-être ses problèmes à la maison qu'elle ramenait au travail. Et parfois, elle arrive, elle dit, levez-vous. Non, je ne suis pas... Je me dis dans le cœur, mais c'est des personnes âgées, il faut quand même comprendre. C'est des gens, déjà, c'est pas lui qui fait, il est malade. Mais je ne peux pas dire ça à ma collègue, je ne vais pas lui dire ça. Donc, mais elle a beaucoup changé, honnêtement, elle avait beaucoup changé. Après... Et ça, c'est des patients anxieux, justement, ou agressifs. Est-ce que vous avez cherché des activités, des actions à mettre en place avec eux? Est-ce que vous êtes renseigné sur tout ce qui existe ou tout ce qui existe, c'est-à-dire des activités qu'on peut mettre en place en unité protégée ou les moyens de relaxation, tout ça. Est-ce que vous êtes renseigné sur tout ce qui peut être mis en place en action, justement, hormis le report de soins et la communication Bon, au niveau déjà des activités, j'avais une résidente qui était très anxieuse. Je vais pas dire dépendant affectif, mais elle aimait trop la présence humaine. Et elle voulait vraiment, quand je marchais avec elle, ça la relaxait, ça la détendait et l'anxiété baissait. Par exemple, si c'était le genre de patiente, quand elle veut quelque chose, il faut vraiment satisfaire son besoin. Et j'avais compris que elle, quand elle est vraiment dans l'anxiété, elle est anxieuse et elle est angoissée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la prendre même un peu, marcher un peu avec elle, ça la détendait plus. Il y avait une autre, quand je mettais la musique, les anciennes musiques, vous voyez un peu de quoi je parle. Ça lui rappelait, j'ai l'impression que ça lui rappelait son passé, parce que c'est les patients qui se rappellent facilement du passé, mais oublient facilement le présent. Et quand je mettais cette musique, c'est une dame qui pleurait tout le temps. Je lui ai demandé un jour que Madame X, pourquoi vous pleurez tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué que tout le monde passe par là. Bon, je me suis dit aussi que peut-être c'est parce qu'elle est en maison de retraite, parce qu'il y a aussi des personnes âgées qui n'aiment pas, peut-être qu'elle avait une belle vie. Parce que quand vous voyez la dame, vous sentez que c'est quelqu'un sûrement qui avait une belle carrière professionnelle. Sa carrure, moi ça m'a un peu interpellée. C'est là où j'ai demandé, on me dit elle était directrice générale de quoi là, on m'avait parlé et j'ai regardé son dossier, c'était ça. Donc c'est quelqu'un sûrement qui avait une belle vie, mais elle n'a pas eu d'enfant dans sa vie. Et elle était là, elle pleurait tout le temps. Parfois elle commence à pleurer. Et du coup, j'ai compris qu'il faut essayer d'être à côté d'elle et parler avec elle. Je lui ai parlé sérieusement. On est allé en chambre parce que c'est moi qui m'occupais d'elle. Je suis partie lui faire la toilette et ce jour, je lui parlais. Je lui ai dit, Madame telle, pourquoi vous pleurez tout le temps? Elle m'a regardé posément. Après, elle a souri. Après, je lui ai dit, il faut comprendre qu'ici, tout le monde passe par là. La vieillesse, tout le monde va passer par là, la maison de retraite. Moi aussi, quand je vais vieillir, je vais passer par ici. Ça ne sert à rien de pleurer. Il faut profiter de la vie. Il faut rigoler. Vous avez de la chance qu'on s'occupe de vous. C'est déjà beaucoup. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être triste. Ça ne sert à rien. Et elle a commencé à changer aussi un peu. Je pense que ça a commencé à faire. Et quand elle me voyait, elle m'appelait que je vienne m'asseoir à côté d'elle. Et quand je m'assois à côté d'elle, je ne me dis pas qu'elle est tellement... Elle est Alzheimer. Je me dis, elle comprend quand même ce que je lui dis. Donc, j'essaie de converser avec elle, la détendre, essayer de lui dire les bonnes choses, rigoler avec elle, peut-être mettre la musique. Et c'est elle qui aimait plus cette musique-là. Quand je mettais cette musique, elle commençait à rigoler. Soit je la prends, on danse un peu. Et je pense que ça la détendait aussi. Elle arrêtait un peu de pleurer. Je lui dis, par exemple, quand je vais la réveiller, je dis, vous avez bien dormi? Là, on va prendre un chocolat bien chaud. Ça vous dit? Elle dit oui. Et elle est contente, elle se réveille, elle est souriante. Et elle me tient par le bras et on va. Je pense que ça l'aidait un peu, quoi. Le soin relationnel, ça l'aidait beaucoup. Parce qu'elle était tout le temps en pleurs. Donc... Vous allez travailler demain en pédiatrie. Est-ce que vous pensez que vous allez à nouveau pouvoir utiliser la méthodologie de recherche que vous avez utilisée là? Que déjà, si je suis en pédiatrie, c'est différent des personnes, par exemple, qui ont des troubles cognitifs. Les enfants, par exemple. Je pense que je cherchais, oui, je vais utiliser la même méthodologie. Vous faites peut-être la recherche sur les enfants.
comment me positionner face à un patient qui est enfant. Oui, je peux utiliser cette méthodologie pour comprendre et ça va beaucoup même me servir. Parce que je saurais comment comprendre, comment chercher les lois, par exemple, comment le droit, à quel niveau trouver, par exemple, le droit de l'enfant, tout et tout. Je sais déjà comment faire cette recherche. Est-ce que ça vous parle quand je vous parle de TNM, tout ça, les thérapies médicamenteuses, vous vous êtes renseigné un peu sur le sujet? Un patient qui est agressif ou anxieux, comme je vous disais, à part lui donner un anxiolytique ou un traitement pour le calmer, il y a d'autres actions des fois qu'on peut mettre en place sans passer par les médicaments, le Snozelen, qui fait appel à tous les sens. Non, j'ai pas vu ça. Ça peut être très intéressant en unité protégée, je vous invite à thérapeute quand vous faites face à un refus de soins. Par contre, j'ai déjà passé la main. Et l'inclusion de la famille face à des troubles du comportement, pour vous, ça peut être un plus ou un frein dans la prise en charge? Je n'ai pas compris la question. L'intégration de la famille dans la prise en charge du patient. Ça peut être quelque chose de bénéfique ou au contraire un frein pour la prise en charge du résident? Plus ou moins. Ça peut être un plus. La plupart du cas, c'est un plus parce que la famille connaît le résident. Ils connaissent ses habitudes de vie, ils le connaissent mieux que nous. Mais ça peut être aussi un frein quand la famille ne vous laisse pas faire votre travail. Quand ils veulent faire plutôt le travail à votre place. Par exemple, la dernière fois, la dame était anxieuse, quoi. Oui, et son fils arrive, son problème c'est qu'il veut seulement que sa mère soit heureuse. C'est là où on essaye de lui expliquer qu'il y a des moments où elle est comme ça. Parce que nous, on avait déjà compris ça, on la connaissait déjà un peu comme ça, il y avait des moments. Mais lui, il ne voulait rien comprendre. Il disait que sa mère a des problèmes. C'est sûr qu'elle a pris des médicaments qui la rendent anxieuse, tout et tout, mais il n'y avait rien de cela. L'infirmier avait donné des bonnes doses, tout et tout. Et ça peut être aussi un frein. Et du coup, ça a troublé même sa mère. Sa mère était un peu fâchée contre lui parce que elle a aussi droit d'être un peu triste, ça peut arriver. Mais lui, son problème, c'est que sa mère doit être heureuse. Bon, ça peut être aussi un frein quand la famille ne nous comprenne pas. Effectivement, c'est bien d'impliquer la famille dans la prise en soin. Justement. Mais il faut qu'elle soit aussi informée sur la... Ils ne sont pas forcément au courant. Ils font des recherches internet comme tout le monde sur la pathologie. Mais des fois, ils ont besoin d'un peu plus d'informations sur l'état de la personne et l'avancée de la pathologie. Il faut généralement essayer de bien leur expliquer l'avancée. Et souvent, ça peut aider dans les relations famille, dans tout ça. Oui, mais par contre, l'infirmier avait tout expliqué ça. Mais lui, il ne voulait rien comprendre. Lui, comme il est fils unique, il n'avait que sa mère. Donc, son problème, c'est qu'il faut que quand il arrive, sa mère soit heureuse. L'infirmier a tout expliqué. Il n'a pas voulu comprendre. Et alors, comment est-ce que vous auriez réagi à sa place? À la place... Comment est-ce que vous auriez pu poursuivre la prise en charge de la patiente et de son fils? Par rapport à l'infirmière, comment j'aurais pu faire? Déjà, moi, je vais écouter l'aidant. Je vais lui expliquer. Et franchement, s'il refuse de comprendre, moi, je parle à l'équipe, je transmets. Parce qu'à un niveau, ce n'est plus ma compétence. S'il insiste, il persiste, je lui explique ce que je connais. Je pense que je vais passer la main soit au médecin ou au cadre de mieux expliquer les choses. Sinon, je ne saurais pas quoi faire d'autre. Et je fais une transmission écrite aussi, je trace. C'est pour ça que souvent ça peut aider dans les projets personnalisés des résidents, de les réaliser avec les psychologues, parce qu'ils peuvent aussi accompagner la famille. Quand je vous parlais des thérapeutes, ça peut être les psychomotriciens qui peuvent faire des activités avec les résidents, mais aussi les psychologues qui peuvent recevoir la famille pour leur expliquer. Des fois, ils trouvent mieux les mots que nous. Ils sont plus formés sur comment mener un entretien et comment agir face à des aidants qui ne comprennent pas forcément ou qui ne veulent pas comprendre. Donc, il ne faut pas hésiter à impliquer vraiment tous les professionnels qu'on peut trouver sur la structure, ça peut être un plus. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, Lucille. Déjà, je vous remercie beaucoup, Lucille, parce que vous m'avez accompagnée jusqu'au bout. Et surtout, je vous remercie aussi d'être là parmi le jury. Et merci beaucoup, Lucille, de m'avoir accompagnée jusqu'au bout. Merci.
On vous libère. Ah, merci beaucoup. Et là, c'était la deuxième fois que je passe le mémoire, donc c'était le rattrapage. La formatrice m'avait dit que j'avais 10 à l'écrit. Donc, qu'est-ce qu'il fallait améliorer? C'était juste l'oral. Et là, j'ai fait mon oral, mais à la fin, elle m'a même donné 8. J'ai pas compris pourquoi. Donc, ça faisait 18 sur 20. Pourtant, la dernière fois, j'avais 19 parce qu'elle m'avait mis 10 à l'écrit. Elle m'avait dit à l'oral, j'avais 9. Il fallait juste améliorer mon oral. Et là, j'ai compris qu'il y a un problème. Et comme dans leur tête, c'est pour que je lâche, moi, je vais pas lâcher. Pas de. Oui, mambaye. Ah oui, mambaye. Ah oui, mambaye. C'est quoi? Le gars de Niala là dit quoi? Le gars de Niala, qu'est-ce qu'il raconte? De Niala. De Bidonville. Les résidents de Bidonville. Mais vous avez le courage quand même, hein. Cachez-vous. Hein. Apprenez à vous cacher quand même. Hein. Moi, je ferme la bouche. Je fais seulement. Vous savez que quand on habite dans les vousses maintenant des blancs là, il faut souvent fermer la bouche. C'est nous les vrais benguis. En plein cœur de Paris. En plein cœur. Ce n'est même pas au bout. Ce n'est même pas Paris premier, mais le cœur, au milieu là, au centre. C'est de nous qu'il s'agit. Ou bien? Ça, mais vous avez le choix. Vous ne vous en foutez pas quand vous avez l'autre. Tu ne t'en fous pas que tu as d'avoir l'autre. Tu vas faire quoi pour arriver? Ce jour-là, je croyais que j'avais validé mon oral et je me suis déchaînée un peu sur l'ami de matin. Je les intriguais, j'étais heureuse, mais hélas, quand ces gens s'y décident avec toi, ils décident avec toi. Mais je vais pas lâcher. Hein. Moi, je suis faite pour être infirmière, je suis pas faite pour être aide-soignante. Donc là, j'ai toutes les compétences, je suis pleine et je vais refaire le truc infirmier. Pour l'instant, je travaille, j'essaie de prendre mes crédits immobiliers et accomplir mes projets. Et je vais reprendre mes études parce que après, il faudra que j'ouvre un cabinet au Cameroun quand je vais rentrer. Vous-même, vous connaissez au Cameroun, les soins sont un peu... Si j'ouvre un bon petit truc là-bas, bien fait, je pense que ça va me rapporter de l'argent. Même si c'est pas moi-même qui travaille, je prends des infirmières, des qui, que je vais bien payer. Je pense que ça ira. Donc, les mamans, c'est ça. Mettez-vous au travail, cherchez votre argent, car votre premier mari, c'est votre argent. Donc là, moi, je ne lâche rien. Donc, c'était Léa Julie, la Parisienne. Pour l'instant, je me concentre sur mon travail, je m'occupe de mes enfants. Et après, je vais me remettre au travail. Pour l'instant, je croque la vie à pleines dents. Je me mets à l'aise, je mange, je dors, je vais au travail, je souffle. Après, ça ira. Donc, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. On revient au vlog traditionnel. Là, maintenant, je dois faire les vlogs tout le temps parce que c'est mon passe-temps favori. J'aime vous faire les vidéos et tout et tout. J'espère que vous allez vous abonner parce que quand vous allez me chercher, vous n'allez plus me revoir si vous n'êtes pas abonné. Pour l'instant, je vous laisse enjoy la musique traditionnelle, la musique de mon oncle avec ma mère. À plus tard. Mama,